Espace TV, les grandes gueules, tout sur les dessus de l'actu. Ahmed Camara, Zachary Milimono, Roby, Mohamed Djibril Camara, Moussa Moïsila, Lamine Guirassi forment les grandes gueules. Bienvenue chez les GG en ce mardi matin, mesdames et messieurs, 1h30, vous aider à mieux comprendre l'actualité. Le but de cette émission, diffusée aussi sur Espace TV tous les soirs, à partir de 22h. Vous avez la possibilité évidemment d'intervenir en direct dans cette émission en nous envoyant tout simplement des SMS. GG au 8037. Au pire, vous partez sur le site de la radio, le www.espacefmguinée.info. Un numéro de téléphone cependant, si vous êtes à l'international, le 00224 657 39 13 13. Avec plaisir, nous allons prendre tout ceci en compte et puis vous mettre en live dans cette émission. Au ministre des GG, on s'intéresse à l'actualité. Les militaires guinéens, un peu plus de 4000 ayant été renvoyés à la retraite en 2011, menacent de se faire entendre si rien n'est fait pour faire valoir leurs revendications. Ils réclament entre autres la perception de leurs mesures d'accompagnement et de l'augmentation de leurs pensions. Comment comptent-ils faire pour aboutir donc à ces revendications? C'est la grosse question que nous nous posons ce matin. Le ministre délégué à la défense, M. Kabele Camara, il va intervenir en direct dans cette émission. Et l'autre partie aussi, un lieutenant-colonel Jean Gougo Guilavogui, secrétaire général du syndicat national des retraités et veuves de Guinée. Donc nous allons les avoir successivement dans notre émission ce matin. Les employés d'un complexe hôtelier menacés de licenciement, leur péché, avoir osé constituer une section syndicale pour défendre donc les droits des travailleurs de cet établissement. La centrale syndicale à laquelle cette section a été affiliée, l'UGTG, est accusée par les responsables de l'hôtel d'avoir fait un hold-up. Qu'en est-il des menaces? Donc c'est la question que nous nous posons ce matin. Et de quel œil sont-elles observées à l'inspection générale du travail? Un travailleur donc sous couvert d'anonymat, Ali Kamara aussi, inspecteur général du travail. Donc nous allons les avoir en direct dans notre émission ce matin. On vous en parlait hier, Ousmane Gawal. On revient encore là-dessus. Qui en veut au député Ousmane Gawal Diallo? L'élu des populations de Gawal dit recevoir depuis quelques jours des menaces de mort via des numéros masqués ou étrangers. Le concerné, lui, croit savoir que ces menaces viennent des militants de la mouvance présidentielle. Qu'est-ce qu'il vaut de telles menaces? Monsieur Ousmane Gawal Diallo, nous allons la voir ce matin chez les GG. Bonjour Abaka Diallo. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Monsieur Bassekou, bonjour. Bonjour Lamine. Bonjour à vous Moussa Yoroba. Bonjour Lamine. Bonjour Monsieur Moussa Moïsila. Bonjour. Allez, on s'intéresse à l'actualité. Dans cette émission, on va essayer de faire un saut du côté de Mafanko, c'est bien cela. Le procès d'un imam inculpé pour coups et blessures s'ouvre donc ce mardi devant le TPI de Mafanko. Oui, effectivement Lamine. Ça, c'est fou ça. Oui, vous savez, tout récemment, il y a eu des manifestations du côté du camp Carrefour ici. Ouais. Et un bus de la société navale et un autre également du Grand Hôtel de Conakry avait été incendié par des jeunes très en colère parce que tout simplement, leur imam avait été interpellé pour avoir conduit des rites funéraires sur une personne, voilà, ouais. Donc sur une personne suspectée d'être morte d'Ebola. Alors les jours qui ont suivi après, il a été entendu par un juge d'instruction du côté donc du tribunal de première instance de Mafanko et à la sortie, à l'arrivée donc de cet entretien devant le juge d'instruction, il a été inculpé. Alors aujourd'hui, en réalité, c'est que ce procès va s'ouvrir, mais il faut dire que pour remonter un peu dans le temps, ce qui s'est passé, c'est que c'est un agent donc d'une mission de sensibilisation d'Ebola qui a porté plainte contre ce imam pour coups et blessures parce que ce dernier était venu dans une concession pour pulvériser la concession et donc il a reçu des coups et blessures et c'est à l'issue de ça donc qu'il a formulé la plainte qu'il a déposée du côté du tribunal de première instance de Dixine, du côté du tribunal de première instance de Mafanko. Alors ce n'est pas la première fois, vous vous souviendrez qu'il y a eu donc des cas comme ça où des personnes justement continuent de prier sur des corps sans que des agents de la Croix-Rouge n'interviennent sur les lieux. Et le président Alpha Condé, c'est ce qui n'est pas totalement avéré. Quand justement, on dit qu'il a prié sur un corps
quand on parle de rites funéraires, je pense qu'il faut faire très très attention. Ce qui est évident, cet imam aujourd'hui, le fait qu'il passe devant un juge, c'est un exemple, c'est un signal fort qu'on envoie à tous ces Ebola inconscients. Moi je les appelle comme ça. Toutes ces personnes qui incitent les masses populaires donc à se rebeller, à se révolter contre des équipes de sensibilisation, contre ceux qui viennent pour aider à faire en sorte que le virus ne se propage pas. Pour revenir sur les faits, ce qui s'est passé à Imbaya Permanence, comme Basekou le rappelait, c'est que c'est une personne, un certain Karim Kamara, qui est décédé d'Ebola, et après investigation, après vérification, on a compris que cette personne, se nommait Karim Kamara, était bel et bien mort d'Ebola. Alors, une équipe de la coordination communale de lutte contre Ebola et accompagnée des agents de la Croix-Rouge se sont rendus dans la concession pour pulvériser la concession, mais aussi pour identifier les personnes contacts. C'est cette équipe qui s'est heurtée à une farouche résistance. Par la suite, des personnes ont été blessées, comme Basekou le rappelait. Médecin a reçu des coups, il a été blessé. C'est ce médecin qui a porté plainte. Vous vous rappelez, il a fallu que le commissaire central de la police de Matoto requiert l'usage de la puissance publique, donc via le procureur du tribunal de première instance de Mafanko, pour que des forces de l'ordre se déploient pour venir chercher ceux qui ont incité à la violence à la première occasion. Donc, c'est quand ces agents sont arrivés pour arrêter l'imam et 6 autres personnes qui avaient été identifiées comme ceux qui ont incité donc à l'agression sur ces agents, qu'il y a eu ces événements du côté de Yimba et des bus ont été incendiés et vous vous rappelez, la circulation avait été perturbée sérieusement ces jours-là. Donc, c'est cet imam-là qui répond donc des accusations portées contre lui. Il est donc à la barre parce qu'il est considéré comme une personne qui a incité donc les populations à se rebeller contre des agents qui étaient venus pour donc identifier les personnes contacts, mais aussi pour les arrêter. Parce qu'il faut rappeler que par 6 fois, on a envoyé des convocations pour cet imam et 6 autres co-accusés. Ils n'ont jamais voulu répondre aux accusations. Je pense que c'est un exemple, c'est un signal fort qu'il faut envoyer à tous ces Ebola inconscients. Voilà, parce que dans le 10 minutes d'Espace TV, j'écoutais un petit peu quelques témoignages des enfants de cet imam, la sœur aussi qui est intervenue. Donc c'est assez flou, mais bon, laissons la justice faire son travail. C'est très compliqué. C'est très compliqué cette affaire. Ce qu'il faut ajouter, Lamine, c'est que il y a un rapport de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui a précisé que l'une des causes de la propagation du virus Ebola en ce moment en Guinée, c'est que ce sont justement ces contacts directs avec les personnes qui sont mortes ou suspectées d'Ebola. Et le président Alpha Condé avait tenu un discours ferme, en tout cas dans ce sens. Il a précisé qu'il va falloir utiliser la puissance publique, comme Abouakar Diallo l'a dit, pour essayer justement de mettre au pas les indélicats qui continuent justement à faire donc de tels actes aujourd'hui à Conakry. Parce qu'il est difficile aujourd'hui de lutter contre cette maladie s'il y a des personnalités, des leaders d'opinion, des leaders religieux qui continuent justement à continuer à prier sur des corps sans que les dispositions sanitaires ne soient prises par les agents de la Croix-Rouge. Allez-y, Madame Yoruba. Vous l'avez dit, Lamine, cette affaire est assez floue parce que les versions divergent, en tout cas sur cette histoire. Parce que nous avons échangé avec d'autres citoyens de Yimbaya qui disent que l'imam s'est tout simplement servi de la présence de cette maladie pour inciter les gens à se révolter, pour ne pas qu'on puisse l'arrêter, parce que simplement il serait impliqué dans une histoire de domaine, de vente de terrain. Et vu qu'il a reçu des convocations, il n'a pas pu répondre, il s'est servi de cette histoire parce qu'il serait un peu populaire de ce côté, c'est l'imam. Donc il s'est servi de cette histoire pour révéler les populations, dire qu'on vient l'arrêter à cause d'Ebola, alors que lui, il n'est pas atteint d'Ebola. L'histoire est assez floue. Je pense qu'il va falloir se pencher là-dessus. Justement, c'est que la justice va donner dans ce sens-là. Moussa, on attendait aussi, parce qu'on a vu des communiqués du côté du ministère des Finances. On aime faire ici les annonces en grande pompe, à dire on va essayer de communiquer les chiffres. C'est important de revenir là-dessus. Nous ne sommes pas dingues quand même, Moussa Moïsila. Communiquer les chiffres par rapport... concerne... On a évoqué ce cas-là ici. Ebola business, Moussa Moïsila. Exactement. Il y a des noms qui ont été dites ici, je veux dire, dans les grandes gueules. Et comme par hasard, 2 jours après, on a vu un communiqué, en tout cas du gouvernement, du ministère attendez, moi j'ai dit voilà. Mon œil. Non mais, allez-y, Moussa Moïsila. Quelle communication, Lamine? Attendez, quelle communication?
quelle communication qui va venir de ce gouvernement? Mais moi, à mon avis, il ne faut pas aller trop vite en besoin. Non, je ne vais pas vite en besoin, mais je dis simplement, si c'est une communication qui est faite sur la base des rapports d'audit faits par un cabinet indépendant, je suis d'accord. Mais quand c'est le gouvernement lui-même qui s'auto-évalue, qui évalue sa propre gestion d'Ebola, de toute la manne financière qui a circulé autour d'Ebola, moi je ne peux pas accorder de crédit à cela. Allez-y Moussa Moïsila. Je suis d'accord avec Abaka. Je pense que pour que la lumière soit faite dans cette histoire, prenons l'exemple sur les pays d'à côté qui ont connu le même sort que nous aujourd'hui, qui s'en sortent très très bien. Je pense qu'on peut mettre en place cet audit, mais de façon indépendante. Quand c'est fait par les pouvoirs publics, il y a ce doute qui plane, il y a également cette réticence qui naît. Moi, ce que je voudrais comprendre, c'est que on nous a pas encore dit toute la vérité concernant le financement. Par exemple, on nous apprend que ça a été interrompu, qu'on arrête maintenant de donner de l'argent aux ONG qui pilulent la Conakry à l'intérieur du pays, qu'on a arrêté tout cela. Mais j'ai envie de comprendre par le passé comment est-ce que tout cela a fonctionné, par quels critères est-ce qu'on décaissait de l'argent pour financer les campagnes soi-disant de sensibilisation de ces fameuses ONG. Et toute la lumière ne nous a pas été également faite concernant les fonds qui ont été décaissés pour les 2 femmes des ministres dont on a parlé dans ce studio. On veut jouer sur le temps pour que nous puissions oublier tout cela. Je pense qu'il y a lieu quand même de ne pas du tout tromper le citoyen. On a envie de comprendre toute la vérité. Pour cela, il faut un cabinet indépendant qui va mener son audit. Voilà. Moi, je pense que quand le département des finances prend le devant, déjà, je vais dire, c'est salutaire quelque part, Moussa Moïsila. Peut-être que c'est quand vous dites, appelez un cabinet, je suis d'accord avec vous, un cabinet indépendant pour essayer de faire des audits. Mais pour l'instant, on peut dire, c'est un pas, parce que du côté de la coopération internationale, il y a le flou qui plane aussi sur les 8 milliards là, Moussa Moïsila. C'est un pas, mais c'est pas un pas suffisant. Alors, j'estime que peut-être que c'est juste le temps qui est donné. Après vont suivre d'autres mesures. Ce sont ces mesures-là que nous attendons. Ce sont ces vérités, parce que ces mesures faites à l'issue, bien entendu, d'un audit indépendant permettront aux citoyens de comprendre comment est-ce que cette manne financière a été gérée. Du côté de la coopération, moi j'estime... Je n'ai pas dit le contraire, Moussa. N'allons pas trop vite en besoin. Non, je ne vais pas vite en besoin. Moussa, je vais juste placer ça parce que quand on parle de la coopération, ce qui s'est passé entre la coopération, le ministère de la coopération et le ministère de la santé, on doit des explications. On doit des explications. Voilà. Moi, en tant que journaliste, Abaka Diallo peut témoigner, des enquêtes ont été menées. Nous nous sommes approchés de la coopération. Nous nous sommes également approchés des 2 personnes, c'est-à-dire le directeur entrant Africazi, le directeur sortant, le directeur entrant qui jusqu'à présent nous fait poireauter. Oui, il participe à une réunion qui n'a pas pris fin jusqu'à présent depuis samedi au dimanche. Eh bien, on ne comprend pas de quelle réunion il s'agit, mais apparemment, il ne veut plus délier la langue. On a envie de comprendre, c'est vous qui avez écrit. Comme par hasard. C'est vous qui avez écrit. On voyait la dernière fois. J'ai vu sur Guinée News la dernière fois que le ministre de la coopération et le ministre Fall, tout ce qu'il y a autour. Qu'on arrête un petit peu. Je les félicite pour cela. Je les félicite pour cela, mais moi, ce que je veux comprendre, c'est si aujourd'hui certains veulent parler encore de cette histoire des thermoflash, le flou règne, à mon avis, entre ce qui s'est passé au niveau de la coordination et au niveau de la société contractante. J'ai envie de, c'est ce que, en tout cas, c'est mon point de vue. Maintenant, le rôle du ministère de la coopération, de façon officielle, c'est la mise en relation. C'est la mise en relation avec le partenaire et c'est le suivi de l'exécution du projet. Ça, c'est mon point de vue. Maintenant, c'est important que M. Doré parle parce que c'est lui qui a jeté ce pavé dans la mare. C'est lui qui a écrit cette attestation de réserve. C'est lui qui a attiré l'attention du public sur... il est géré aussi, M. Doré. Sur les soupçons de... ben oui, Moussa Moïse. Oui, même s'il est... Koutoubou doit parler, Moussa Moïse. Je ne suis pas contre. Voilà, disons les choses, mon cher ami. C'est aussi simple que ça. Mais j'ai peur d'une chose, rapidement. Je pense qu'il y a lieu aujourd'hui de dire que c'est vraiment une histoire qui n'en vaut pas la peine. Ce qui doit... Ça vaut la peine. Je vous le dis, je vous donne mon avis. Ça n'en vaut pas la peine au niveau de la coopération. Là où les soupçons règnent, c'est ce que je vous dis, parce que le circuit, il faut suivre le circuit. Je suis désolé. Voilà, c'est pas je suis désolé, Moussa Moïse. Quand vous dites que cette histoire n'en vaut pas la peine, et que le ministre ne va pas parler, là c'est trop facile. Non, ce que je sais pas dire, c'est trop facile. Si tu permets. Non, ce que je peux rajouter. Je parlais quelque chose. Le ministre
doit parler. Je n'ai pas dit qu'il ne doit pas parler. Je vous donne mon point de vue par rapport à là où réside pas dit les soupçons. Le contraire, Moussa Moïse. Je sais que vous avez été sur le terrain. Le ministre doit parler. Bien, allez-y. Ce qu'on peut rajouter, peut-être pour bien ouvrir mon micro, vous savez que j'aime le gros son. Ce que je peux rajouter. Bien sûr, nous avons rencontré le ministre Koutoubou et il était question qu'on rencontre auparavant ce monsieur Doré qui est donc directeur du département Afrique, Asie, Océanie, mais qui nous a toujours posé un lapin. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé quand lui-même est venu vers moi pour dire oui, j'ai des choses à dire, j'étais en Guinée forestière, donc je suis rentré, j'ai des choses à dire. Mais après, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête, ou comme par hasard, il n'a plus souhaité nous rencontrer. Mais nous sommes rapprochés donc du ministre Koutoubou hier. Il nous a sorti des documents pour dire sa participation, son rôle, le rôle qu'il a joué dans ce processus. Il s'agit de 25 000 thermoflash qui ont été acheminés, qui ont été entreposés au niveau de la pharmacie centrale de Guinée, mais qui sont déjà distribués dans les écoles. Alors, on a cherché à comprendre d'où est parti. Vous savez, on a reçu les documents, Moussa Moïse, on a été voir le ministre Koutoubou. On a posé toutes les questions qu'on pouvait poser pour comprendre un petit peu comment cette opération s'est faite. Déjà, le délai, quand vous prenez, vous allez me dire, oui, c'est trop facile. Parce que Moussa, vous avez le document, justement. La manière dont le fonds a été décaissé et tout ce qu'il y a autour. Moi, c'est le flou là, en fait, du qu'on enlève. C'est important que le ministre parle. Il s'agit de fonds japonais. Il s'agit le contraire, justement. Non, je vous explique. Il s'agit de fonds japonais. Alors, le rôle du ministre, c'est donc de faire la mise en relation entre la coordination et le partenaire japonais. La coordination a exprimé des besoins. Qu'est-ce que le ministère de la Santé a à voir là-dedans? Je vous explique. C'est là où peut-être... C'est facile. C'est facile. Il y a des personnes qui veulent des miettes, qui veulent manger de on l'a pas du tout, Moussa. Non, attendez quand même. Voyez plus haut. Ce sont des frustrés, l'ami. Ce sont des frustrés. Donc la coordination a exprimé des besoins. Moussa Moïse et moi, nous avons pu donc lire ce document hier. C'est un certain nombre de besoins en nature, en matériel, mais plus précisément en thermoflash. Le partenaire japonais a exprimé le souhait que ce soit donc des thermoflash achetés du côté de la France. Donc les précisions ont été données dans ce sens-là. Nous avons pu voir en image le modèle qui a été recommandé par le partenaire japonais. Sauf que ça n'a pas été acheté en France. Nous avons vu aussi. Ah bon? Ah ben alors pas ça, je ne savais pas. Mais vous le savez, Moussa Moïse, quand même. Quoi ça? Je parle de ces thermoflash n'ont pas été achetés en France. Qu'est-ce que vous racontez? Là, si c'est pas acheté en France. Non, c'est pas du tout acheté en France. On nous a même donné le nom de la société. Vous le savez très bien. Ce n'est pas acheté en France. Selon les informations. Il y a un moment, il faut qu'on arrête un petit peu. La société se. S'il y a deux versions, là, il y a un problème. Non, les bras m'en tombent. Voilà. Écoute, Abaka Diallo, moi je pense que aujourd'hui, c'est bon que peut-être le ministre parle pour balayer toutes ces rumeurs. Mais il y a lui aussi de dire qu'en tant que journaliste, c'est bon qu'on réveille le sens critique des choses, le côté critique des choses. Lorsqu'on parle de ces thermoflash, c'est le partenaire japonais. Vous imaginez pas quand même que le Japon va finalement... Je vous donne, s'il vous plaît, laissez-moi finir. Je comprends très bien ce que vous voulez dire, Moussa. Non mais, quand il y a des informations erronées, voyez-vous ce que je veux dire? Peut-être qu'on ne peut pas nous donner une information aujourd'hui et que le lendemain vous partez et que c'est d'autres versions qu'on vous donne. Il n'y a pas d'autres versions. C'est pas bien. Il n'y a pas d'autres versions. C'est ce que je dis justement. Quand Abaka m'apprend ce matin que c'est un thermoflash, non. Mais c'est comme ça, il a compris les choses. Moi, j'ai pas compris comme ça les choses. Je maintiens que c'est ici qu'on a acheté les trucs. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on a choisi? Pourquoi est-ce qu'on a choisi les thermoflash français? C'était l'exigence, la première d'ailleurs, du partenaire japonais. Le Japon n'acceptera jamais d'utiliser ses fonds publics pour acheter des thermoflash chinois. Ça ne se fera pas. Vous savez tout ce qui est lié à cette relation entre ces deux géants. Mais ce qu'il y a lieu de comprendre, là où le flou persiste, c'est que quand on nous dit qu'il y a un coup de fil qui a été passé du côté de la pharmacie centrale de Guinée, qui reçoit quand même tous ces dons, qui les entrepose. Selon une information, le coup de fil aurait été reçu comme ça. Bon, on vous envoie des thermoflash et vous allez les stocker là. Ben, le responsable de la pharmacie centrale nous apprend que normalement la procédure aurait voulu que ce soit plutôt la coordination, parce que la pharmacie centrale est liée dans cette histoire de lutte contre Ebola à la coordination, que ce soit plutôt la coordination qui appelle pour lui faire part de l'arrivée de ces dons. Donc ça encore c'est un premier flou. Maintenant le second c'est est-ce que réellement
le prix du thermoflash officiellement, c'est ce prix auquel l'unité a été achetée, ou bien parce qu'on connaît le prix, on est allé sur internet, on a vérifié. Comment est-ce que de la société, les thermoflash ont été acheminés vers la coordination? Comment est-ce que la distribution a été faite? Parce que j'ai une liste de distribution, je vais présenter ça aux téléspectateurs. Comment est-ce que la distribution a été faite dans toutes les écoles, mais en même temps, le fonds, comment est-ce que ça a été financé? Parce que ça s'élèverait aux alentours de 8 à 9 milliards de francs guinéens. Parce que le gouvernement guinéen a demandé un peu plus de 32 000 thermoflash. Le partenaire japonais a dit qu'il pouvait donner que 25 000 thermoflash à la Guinée. Donc le projet a été exécuté, la Girassi. Je n'ai pas dit le projet a été exécuté. J'ai vu le document Moussa Moïsi là. Moi je parle du délai justement. Comment est-ce qu'on peut débloquer un fonds aussi important avec ce que vous avez comme document? C'est juste impossible. Oui, je comprends. C'est un peu dans ce sens. C'est vrai, si sa hiérarchie le permet, c'est vrai que M. Doré... C'est trop facile. Non, M. Doré doit... C'est trop facile. Écoutez, Lamine, celui qui a jeté le pavé je n'ai pas dit le contraire, mais c'est trop facile, Moussa Moïsi là. On sait très bien, même s'il faut débloquer 100 millions ici, comment ça se passe au niveau du ministère, au ministère des Finances. Vous savez comment ça se passe. N'oubliez pas, ce n'est pas une cargaison de fonds que le Japon a prise pour amener pour donner à la Guinée. Non, c'est un faux japonais. Mais ça ne se donne pas comme ça. Je le sais, mais je donne un exemple justement. La manière dont le fonds a été débloqué, mon cher ami, c'est de ça que je te parle justement. Voilà, c'est tout. Allez-y, Moussa. Lamine, vous parlez peut-être de la rapidité avec laquelle le décaissement a été fait, mais à supposer qu'il y ait des intérêts, en tout cas, qui sont liés à ça. Il y a des personnes qui sont prêtes à préfinancer et à suivre par la suite la procédure pour prendre le surplus. Voilà. Mais ce qu'il faut apprendre dans ce pays, je pense qu'il faut instaurer le principe de reddition des comptes. Il faut que les personnes parlent, des personnes qui ont géré un dossier par la suite, qu'il y ait du flou artistique autour. Je pense qu'il faut qu'on apprenne à s'exprimer. Si vous pensez que le ministre ne doit pas s'exprimer parce que juste il doit jouer le rôle de corrélation entre en tout cas les personnes qui ont fait le don et les structures à l'intérieur du pays, je pense que le ministre Koutoubou, on a une bonne idée de la personne jusque là, et s'il y a un flou autour d'une affaire, d'une question qu'il a gérée, la meilleure chose à faire serait tout simplement de s'exprimer pour lever l'équivoque. C'est aussi simple que cela, parce que dans ce pays, ce qui fait mal, c'est que vous pouvez voir la gestion on peut gérer une situation, par la suite qu'il y ait du flou, qu'on parle, que les médias en parlent, qu'on dise tout ce qu'on veut, mais en fait ça ne remue même pas une mouche quelque part. C'est ce qui fait le plus souvent mal. Et quand vous avez géré des fonds qui concernent le peuple de Guinée, je pense que s'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond, il faut s'exprimer, il faut lever l'équivoque. Ce monsieur Doré que vous accusez, en tout cas vous dites qu'il ne veut plus vous recevoir, est-ce que quelque part on ne l'a pas appelé pour lui dire de ne plus parler? C'est peut-être là le gros du problème. Allez-y, Moussa Moïse. Oui, M. Doré a un bœuf sur la langue depuis ce week-end. Mais ce document que je tiens à main, c'est la répartition. Et ça a été fait par le ministère en charge de l'éducation, les ministères en charge. Ça a été donc présenté au niveau du service national de santé scolaire et universitaire. Ça concerne la répartition des 32 824 thermoflash par préfecture. Le projet a donc été exécuté. Au niveau de Conakry, on sait les 5 communes sont concernées. Le nombre de thermoflash distribués, c'est là en fonction des communes. Au niveau de Zérekoré également, au niveau de Kindia et des autres préfectures à l'intérieur du pays, Boké, Farana, Labé et également du côté de Mamo. Donc la distribution, le projet a été exécuté. Mais c'est bien, même si le projet est exécuté, c'est bien que le monde de la presse, en tout cas que les journalistes, éveillent un peu quelques soupçons à l'issue, bien entendu, de la rédaction de ces mémos qu'a fait, comment on appelle, monsieur Doré. C'est bien qu'on éveille un peu les soupçons, mais également c'est bien aussi d'interpeller cette société, pour qu'elle puisse donner des explications sur l'achat à l'unité du thermoflash, mais également de la coordination. Combien de thermoflash la coordination a reçu, comment ça a été distribué. Aussi une chose, on ne peut pas, quand on appartient à un pays comme le Japon, quand on est partenaire, quand on participe à l'aide au développement, on ne peut pas injecter des fonds comme ça dans un circuit sans demander derrière quelques garanties. C'est pas possible. Les fonds japonais, les fonds chinois
et autres fonds qu'on donne à la Guinée dans le cadre de la coopération, on ne les utilise pas comme si on utilisait nos petits billets qui sortent de la banque centrale. C'est différent. Il y a toute une procédure à mon avis, mais c'est bien que les enquêtes continuent et que toute la lumière soit faite. Ben voilà, c'est ce qu'on attend de vous, hein, Moussa Moïse. Allez-y, Basekou. Lamine, ce que moi je voudrais dire sur ce dossier, je crois que Ebola Business a fait énormément de dégâts dans ce pays. Ouais. Pendant que la communauté internationale, des institutions internationales se mobilisent pour apporter en tout cas des dons à la Guinée pour faire face à cette épidémie qui a fait énormément de conséquences, qui a fait énormément de dégâts dans ce pays. Il y a des personnalités qui sont tapis dans l'ombre, qui se permettent justement de faire Ebola Business avec les montants qui devraient en principe servir à lutter contre cette épidémie. Je crois que ce qui est important et qu'il faut dire, c'est que tous les services qui ont eu à gérer les fonds, les moyens logistiques, le kit, le matériel de prévention d'Ebola doivent s'expliquer. Tous les services qui sont mêlés aux différentes transactions qui ont eu lieu concernant la gestion de cette épidémie doivent s'expliquer. La coordination, le ministère de la coopération, le département ou encore le ministère de l'enseignement préuniversitaire doivent tous en tout cas s'expliquer sur ce qu'ils ont fait, des montants qui leur ont été accordés dans le cadre de la lutte contre cette épidémie. Voilà, enquête à suivre, donc enquête GG. On part à l'intérieur du pays. Oui, Tata vu, hein. On parle de lui encore ce matin. Mais bien sûr, qui se signale encore, c'est le monsieur, ce ministre qui participe à sa manière à la lutte contre Ebola. Ouais. Et vous vous rappelez de ces bouts de récemment du côté. J'ai dit il participe à sa manière. Comprenez donc le français. Allez-y. Et du côté de Farana. Allez, vous n'allez pas faire ça à l'antenne quand même. On sait que vous êtes des amis dans la vie de tous les jours. Allez-y, Abakadjano. C'est mon jumeau. Bah voilà, je le sais. Allez-y. Il faut accepter les tacles dans les grandes gueules. Alors récemment, il était du côté de Tindo. On est revenu sur ça. Moussa Moïse a déjà levé l'équivoque. On a dit dans un premier temps qu'il avait nié l'existence d'Ebola dans sa sous-préfecture natale. Mais quand on m'apprend que Tata Vieux doit se rendre du côté de Koundara et injonction a été faite à tous les responsables d'école de fermer les portes et d'envoyer tous les élèves recevoir le ministre Tata Vieux, former une aide d'honneur pour donc recevoir le roi soleil de Farana. Je comprends plus. C'est vrai que les ministres sont en train d'aller en campagne dans la croisade contre Ebola, mais à mon avis, eu égard tout le temps que nous avons perdu déjà en ce qui concerne l'année scolaire, l'année académique, on ne peut pas se permettre cela. On ne peut pas se permettre de perdre une journée de cours au niveau de l'intérieur du pays. Je pense que c'est inacceptable. C'est pas parce qu'un ministre de la République arrive dans une localité qu'il faut vraiment fermer toutes les écoles pour le recevoir. Si cette information est avérée, parce que j'ai passé beaucoup de coups de fil hier du côté de Koundara, des informations ont été confirmées que le DPE sur donc pression du préfet, de monsieur le préfet, il a donc écrit à tous les responsables d'école pour leur demander donc que les écoles soient fermées aujourd'hui et que tous les enfants partent recevoir le ministre Tata Vieux. Voilà. C'est inacceptable. Oui, rapidement, lorsque l'information m'est parvenue hier, j'ai pu entrer en contact avec le concerné. Il a dit qu'il était étonné et qu'il apprenait que le préfet, bien entendu, de Koundara a dit: Monsieur le parrain, votre population vous attend pour vous accueillir. Mais qui n'a donné aucune injection. Mais je pense que je ne peux pas être plus éloquent que Tata Vieux lui-même. Je n'ai pas dit qu'il a donné des instructions. Non, je le dis. Non, on va essayer de l'appeler. Voilà, on l'appelle pour qu'il puisse s'expliquer, parce que je pense que ce serait assez grave parce qu'un ministre vient dans une localité et qu'on demande aux écoles de fermer, au marché de ne plus ouvrir. Je pense que là, ce serait assez surréaliste. Voilà, une information aussi qui tombe sur le desk maintenant, incroyable mais vrai. Un taxi en provenance de Guékédou, c'est la gendarmerie qui nous informe, voilà. Un taxi en provenance de Guékédou, une vieille meurt dedans et elle le fait asseoir au milieu de siège arrière pour le faire entrer à Conakry. C'est vraiment, c'est dingue. C'est catastrophique ça. C'est la totale. Moi, je ne sais pas qui sont ces personnes qui peuvent se permettre. Qui sont ces personnes qui peuvent se permettre une telle pratique, une telle manœuvre, et une vieille qui décède à bord d'un taxi et on essaie de faire du camouflage, on pose la dépouille dans le siège au milieu des personnes
personnes au niveau du siège arrière. C'est extrêmement dangereux tout ça, Lamine. Voilà. Ça, c'est participer à menacer la santé des autres. Allez-y, madame. À mettre en danger la santé des autres. On ne sait pas de quoi cette dame est décédée. On se permet en tout cas de faire une mise en scène, de faire asseoir le corps dans la voiture. Je pense que c'est de l'inconscience. Il faut qu'on prenne conscience de certaines situations dans ce pays pour éviter de mettre tout le monde en danger. L'État a son rôle à jouer, mais je pense que les citoyens aussi ont leur partition. Il n'y a pas que l'État. Il faut que le peuple de Guinée se réveille. Il y a des choses avec lesquelles il ne faut pas s'amuser. Je pense que tout simplement, comme on l'a dit quelquefois, on a usé de choses, de la carotte, il faut user du bâton aussi pour ramener les personnes à la raison. Voilà, allez, continuez à réagir. GG au 8037, vous partez sur le site de la radio. On se retrouve dans moins de 5 minutes. Les grandes gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Politiciens véreux, fonctionnaires corrompus, promoteurs immobiliers voyous, justice passive. La Guinée devient-elle mafieuse? Les grandes gueules d'Adafo Média ne lavent pas plus blanc, mais vous permettent de défendre votre pays en vous informant. Avec les grandes gueules d'Adafo Média, dénoncez les turpitudes, nous garantissons le secret des sources. Envoyez vos documents à espacefmguinée.info, rubrique Contact. Les grandes gueules d'Adafo Média, ou le socle de la liberté d'expression en Guinée. Et c'est jusqu'à 10h30 sur Espace TV tous les soirs. Vous avez rendez-vous avec cette équipe pour votre plaisir. On parle d'actu évidemment ce matin dans notre émission. Ousmane Gawal va s'exprimer, si tout va bien, dans la deuxième partie de l'émission. On s'intéresse évidemment à ces retraités aussi, les militaires guinéens. Un peu plus de 4000 ayant été envoyés à la retraite en 2011. Menacent de se faire entendre si rien n'est fait pour faire valoir leurs revendications et réclament entre autres la perspective de leurs mesures d'accompagnement et l'augmentation de leurs pensions. On en parle ce matin avec le lieutenant-colonel Jean Gourdo Gulavogui, militaire et secrétaire général du syndicat national des retraités et veuves de Guinée. Maître Abdoul Kabele, que nous allons appeler maintenant Idiba, en direct, ministre délégué donc à la Défense nationale, qui va intervenir dans un instant sur Radio Espace. Et puis on va parler aussi de l'hôtel Kamayen, pas le motel Kamayen ce matin, des employés d'un complexe hôtel Kamayen, il faut le dire, menacés donc de licenciement. Leur péché donc avoir osé constituer une section syndicale pour défendre donc les droits des travailleurs de cet établissement, La centrale syndicale à laquelle cette section a été affiliée, et l'USDG est accusé par les responsables de l'hôtel d'avoir fait un hold-up. Qu'en est-il de ces menaces? On en parle ce matin avec un travailleur donc, qui va intervenir sous couvert d'anonymat, et M. Ali Kamara, inspecteur général du travail, donc, qui va intervenir dans notre émission. On va essayer de leur faire lecture de quelques instants directement d'avoir le ministre Kabele qui va intervenir dans un instant, ou l'autre camp, il n'y a pas de problème. Bonjour les GG. DTS depuis Wanindara, seul Alpha Condé peut compter sur Tata Vieux, car voilà. Le message n'est pas venu au complet. Bonjour les GG, s'il vous plaît, faites vos enquêtes sur les instituts universitaires privés. Conakry, vous allez voir combien. Le message n'est pas venu au complet, donc c'est assez compliqué. Bonjour les GG, l'imam doit répondre à cet acte. Lui c'est Aziz, parce qu'il dit que personne n'est au-dessus de la loi, donc il nous envoie ce message. Lamine, dites à Boubacar d'arrêter, tout le monde parle français, il n'y a pas de problème, allez. Il taquine un petit peu son ami, donc voilà. Allez, on prend tout au sérieux ici. Fermer les écoles à cause de l'arrivée d'un ministre nous montre que nous sommes dans un état de pagaille. Voilà, allez, c'est un auditeur qui nous envoie ce message. Bonjour les GG, qui nous envoie ce message, c'est pas venu au complet, donc on va y aller, c'est comme vous voulez. On va essayer d'appeler dans un instant le ministre Abaka Diallo, le ministre... dans un premier temps, voilà. le secrétaire général de la section syndicale donc des militaires retraités veuves de Guinée. C'est bien cela. Voilà, lieutenant-colonel Guilavogui. Donc pour faire court, ouais. Lieutenant-colonel Guilavogui. Donc ils ont fait cette sortie hier dans la presse. C'est important qu'on revienne sur leurs revendications avant de donner la parole au ministre délégué de la Défense nationale, Maître Abdoul Kabele Kaba. La question c'est autour
des mesures d'accompagnement. Vous vous rappelez qu'en 2011, au 31 décembre 2011, un peu plus de 4000 militaires guinéens ont été donc amenés à faire valoir leur droit à la retraite. Donc ils ont été mis à la retraite donc au terme d'un processus où en fonction des résultats produits par un processus de réforme du secteur de la sécurité, un processus tenu de bout de bras par la communauté internationale. Donc c'est quand on apprend aujourd'hui que ces militaires n'ont reçu aucune mesure d'accompagnement, c'est assez curieux. Donc je pense que la personne est là pour mieux nous expliquer tout ça. Voilà, lieutenant Jean-Dougo Guilavogui. Les grandes gueules. Bonjour, monsieur Guilavogui. Alors, monsieur Guilavogui, expliquez-nous quelles sont les mesures d'accompagnement promises et qui n'ont pas été faites. Bon, après la rencontre de Ouagadougou, où il a été décidé de restructurer les services de défense et de sécurité, il y a la communauté internationale qui avait accompagné le gouvernement en vue de les permettre de faire cette réforme en injectant des fonds. Le PNUD nous a dit qu'il y a eu 8 millions de dollars qui a été donné dans ce sens. Oui. Mais à part le PNUD, il y a eu autres unions européennes qui ont donné, mais ils ne nous ont pas, en tout cas, donné le montant qui a été versé. Mais au cas Alpha, le président nous a dit que les institutions internationales ont donné 3 mois et que le gouvernement guinéen va donner 1 mois, ça va faire 4 mois. Et dans les 4 mois-là, nous n'avons pas perçu les 4 mois. Nous avons reçu décembre 2011 pour 3. Et nous avons travaillé tous les mois de décembre. Donc ça veut dire que 2 mois qui a été donné. Oui. Et dans les 2 mois aussi, nous avons considéré ça parce que le statut de l'armée veut que quand on part à la retraite, on vous donne un congé libérable. Et ce congé libérable de 6 mois. Voilà. Et les 6 mois-là, vous bénéficiez de votre salaire et de tous les avantages en ravitaillement et consort. En clair, on va essayer de parler français facile, clair, c'est oui. très simple. En Voilà. clair, vous avez déjà reçu, si on vous a bien compris, vous avez déjà perçu 2 mois au titre de ces mesures d'accompagnement et il reste 2 mois donc à percevoir. Oui, bon, d'accord, ça c'est des choses qui doivent être discutées. Parce que moi je ne pense pas que l'international puisse se donner en fonction des mois ou en fonction du grade. Parce que le ministre de la Défense a dit devant nos camarades, je peux vous donner leur numéro de téléphone, que les mesures d'accompagnement qui nous ont été données, nous devons ouvrir des comptes à la banque. Certains ont ouvert les comptes et que ça devrait nous être donné par chèque. Ouais. Alors nous étions vraiment étonnés. J'ai l'impression que vous vous basez un petit peu sur les rumeurs et vous partez là-dedans. Non, mais attendez, il faut dire les choses. Oui, parce que je ne peux pas comprendre que vous avez accès au ministre. Le ministre, il n'est pas du tout fermé. Je veux dire, vous pouvez partir au ministère de la Défense pour vous renseigner. Vous le savez très bien en ce qui concerne les informations qu'il donnait tout de suite, à dire qu'il s'est basé sur l'information de ses camarades. C'est pas dire vraiment que c'est la parole d'évangile quand même, Guilavogui. Non, pour appuyer la mine que vous avez dit. Nous ne nous partons pas sur les rumeurs. Ah ben si, vous avez dit que vos camarades vous ont dit. Le président nous a dit au rassemblement qu'il nous donne 3 mois, et les institutions ont donné 3 mois et ils donnent 1 mois. Ça fait 4 mois. Et dans les 4 mois, nous n'avons perçu que 2 mois. Alors il vous a été demandé d'ouvrir des comptes, comme vous l'avez dit. Est-ce que ces comptes ont été alimentés? Aucun compte n'a été alimenté, rien. Alors, on a vu donc, en clair, à date, vous n'avez reçu sous les 4 mois qui donc doivent vous être versés au titre de cette mesure d'accompagnement, vous n'en avez reçu que 2. Et donc vous courez derrière les 2 mois donc qui n'ont pas encore été payés. C'est ça? Alors dites-nous un peu rapidement comment est-ce que vous arrivez à vous en sortir, comment est-ce que vous battez au quotidien pour subvenir à vos besoins. Comment vous en sortez? Mais c'est avec des difficultés. Quand nous avons été guidés on a déposé nos bagages dans les rues. Il y en a qui sont morts par crise cardiaque. On n'a pas le temps. Il y en a qui ont perdu leur famille. Bien.
Merci beaucoup, monsieur le lieutenant-colonel Jean-Guy Lavogui, donc, que nous avons en direct dans cette émission. On va essayer d'appeler le ministre maintenant. Il dit c'est comme vous voulez, donc on va essayer d'appeler le ministre maintenant. Allez-y, Basekou. Oui, il y a dans ces explications, en fait, moi, je ne me suis pas du tout retrouvé. Il y a un service des pensions militaires. Il y a le cabinet également du ministre. Je crois qu'il est parti sur des rumeurs, voilà, sur des suppositions. Je crois qu'il doit quand même, vous n'êtes pas retraité quand même. Non, je ne suis pas retraité, mais je il y a l'état-major des forces armées. Nous sommes des futurs retraités. Je me rappelle qu'il y a un peu plus de 2 ans, je crois bien, il y a le cabinet du ministre avait entamé des démarches avec ces militaires retraités pour le paiement de ces... Peut-être que c'est vrai, la procédure a été un peu longue, mais il y a des opportunités du côté vraiment de ce département pour pouvoir payer les montants qui n'ont pas été encore payés. Dit. Monsieur Maître Abdoul Kabele Kamara, en direct chez les GG. Les grandes gueules. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour. Voilà, bienvenue chez les GG. On s'intéresse à vous ce matin, monsieur le ministre Abdoul Kabele Kamara. Concernant bien entendu ces retraités, Maître Abdoul Kabele Kamara, on a vu de comprendre ces mesures d'accompagnement. Est-ce que ce sont des mesures d'accompagnement régulières ou bien c'était des mesures d'accompagnement exceptionnelles? Parce qu'on n'arrive pas à faire la différence. Il y a une confusion. Qu'est-ce qui était prévu? Exactement. Raccompagner ces quelques 4000 militaires vers donc la porte de sortie. Bien, je vous remercie. C'est très simple. Je pense qu'on peut débattre de ça sans passion. Et tout le monde a suivi le processus de mise en œuvre de cette opération qui a été appuyée par le PBF, le système des Nations Unies, si heureusement, avec la participation de l'État guinéen. Mais tout le monde a suivi ici que le ministère des Forces armées, sur instruction de M. le Président de la République, a demandé l'appui des Nations Unies pour nous accompagner pour la mise en la retraite des 4000 et quelques militaires. Oui. Et finalement, c'est 3928 qui sont partis en 2011. Et M. le Président de la République, en vertu des dispositions légales qui sont à sa disposition, a usé de cette prérogative pour proroger la carrière des 78 et quelques militaires pour 2 ans. Donc, concernant les 3928, M. le Président de la République a effectivement demandé au système des Nations Unies que des mesures d'accompagnement soient accordées à ces valeureux hommes qui ont tant servi la nation. Mm-hmm. Mais c'était des mesures exceptionnelles. Ok. Exceptionnelles, pourquoi? Parce qu'ils sont restés trop longtemps sans partir à la retraite. Il y en a qui ont dépassé largement la durée légale de service et la limite d'âge. Imaginez que dans ce lot, il y avait des militaires qui étaient dans les rangs depuis 1952. Et après, d'ailleurs, vous pouvez voir dans leur plateforme revendicative qu'eux-mêmes, ils font référence à 1952. Donc, c'était une situation exceptionnelle qui était créée et qu'il fallait régler de manière exceptionnelle parce que le président ne voulait pas que ces militaires partent là sans avoir reçu quoi que ce soit, même s'ils ont dépassé largement le temps de service et la limite d'âge. Monsieur le ministre, est-ce que vous pouvez nous c'est ainsi que, finalement, le système des Nations Unies a accordé 2 109 612 US dollars à la Guinée. 10 millions ou 8 millions pas? Je dis 2 millions. Ah ben d'accord, ok. 2 109 612 dollars. Ouais. Au titre de la mise à la retraite. Mm-hmm. Et en même temps, le système des Nations Unies nous avait accordé 3 millions 35 483 dollars 29 pour l'appui au recensement biométrique. D'accord. Voilà. Alors, je puis vous dire que le ministre délégué au budget à l'époque, n'est-ce pas, avait demandé
aux représentants résidents du système des Nations Unies, n'est-ce pas, de mettre à la disposition, en tout cas de virer ce montant dans un compte à la Banque centrale, le compte 41 11 904 DNTCP, l'équivalent de ce montant en dollars, soit 25 milliards 345 834 740 francs guinéens, représentant les 3 mois à verser aux militaires comme mesure d'accompagnement. Ouais. N'est-ce pas, la solde de décembre étant est payée comme d'habitude avec tous les accessoires. Alors, vous avez été ici à suivre le processus de bout en bout, accompagné par le système des Nations Unies, avec la présence effective des partenaires bi- et multilatéraux. Et vous avez suivi la campagne que nous avons menée et tous les contacts qui ont été pris avec les uns et les autres pour procéder au paiement de façon publique et télévisée. Oui, c'est bien tout ça, monsieur le ministre. C'est bien tout ça. Nous, on a envie de dire donc, que c'est de la propagande, tout ça. Oui, mais on a envie de comprendre. Ces gens-là ne peuvent pas se fâcher du jour au lendemain à dire que... Eh ben, à date, réellement, qu'est-ce qu'ils ont reçu et que reste-t-il à verser? Mais il ne reste rien à verser. C'était des mesures exceptionnelles. Ça a été dit à plusieurs reprises. Je vous ai indiqué le montant. Et le mois. Mais il parle de 4 mois, monsieur le ministre. Et le mois promis par le président de la République. Le mois promis par le chef de l'État. Voilà. Le montant que les Nations Unies ont versé, c'est 2 909 612 000 $. Voilà. Alors, monsieur le ministre. À peu près 14 milliards et quelques de francs guinéens. Monsieur le ministre. Comment comprenez-vous aujourd'hui, comme par hasard, l'État guinéen a ajouté 11 milliards. Voilà. Monsieur le ministre, c'est important de donner les chiffres, mais comment expliquez-vous que, en tout cas, le syndicat de ces retraités, de ces officiers sortent pour demander 2 mois d'arriérés qu'on leur avait promis qu'ils n'ont pas perçus, mais en même temps, on leur a demandé d'ouvrir des comptes qui n'ont pas du tout été alimentés? Comment comprenez-vous cela? Mais, écoutez, sincèrement, j'ai beaucoup de respect pour les forces armées et les mesures qu'aujourd'hui j'ai en charge ce département. Et c'est dans la dignité et dans le respect des droits des uns et des autres que cette opération a été menée. Ouais. Parce que nous n'avons pas voulu que la retraite soit considérée comme un abîme. Oui, mais comment comprenez-vous cela, monsieur le ministre, aujourd'hui? Comment comprenez-vous que, comme par magie, il se réveille un beau matin à se dire on nous doit de l'argent? Moi-même, je tombe des nuits, je ne sais pas vraiment d'où vient cette idée. Vous les avez reçus quand même. C'est vraiment bizarre. Vous avez reçu ces retraités. Est-ce que vous les avez écoutés? Est-ce que vous avez échangé avec eux? Est-ce que vous les avez reçus? Avant même qu'eux-mêmes ne prennent la décision, quand j'ai entendu des bruits de ce genre, connaissant particulièrement Dougo qui était à leur tête, le colonel Dougo qui était à leur tête, j'ai demandé à ce qu'ils viennent me rencontrer pour que je puisse avoir la confirmation exactement de leurs revendications. Voilà. Alors, je pense qu'il est clair. Mais en tout cas, ils sont au sérieux parce qu'ils menacent d'organiser une marche. Le ministre a tout dit là, quelque part. Voilà. C'est bien d'être au sérieux, mais si on ne leur dit rien du tout, ils n'auront que leurs yeux pour pleurer. Allez-y, Abakar. Monsieur le ministre, on s'intéresse à... S'il vous plaît, du calme. Du calme, ordonnons les débats. Allez-y. Si vous parlez tous en même temps, je ne peux pas vous comprendre. On le comprend. Allez-y, monsieur le ministre. On le sait, l'armée, c'est la discipline. Basekou. Monsieur le ministre, moi, depuis quelques jours, je m'intéresse à un dossier. C'est le ravitaillement, la dotation, les pensions et donc le salaire des 11 officiers militaires qui avaient péri dans le crash de l'avion. C'était donc le 11 février 2013, donc du côté de Libéria. De fil en aiguille, je me suis rapproché donc du côté des familles. Et hier, il y a un membre donc d'une
famille donc de victimes qui m'apprend que les pensions, les salaires, la dotation ont tous été coupés. Est-ce que du côté justement de votre cabinet, tout cela est vérifié et si cela est vrai, qu'est-ce que vous comptez faire pour justement essayer de remettre tout ça, voilà, d'établir toutes ces procédures? Non, les veuves ont droit, les ayants droit nous sommes dans l'obligation de leur verser leur dû. Leur dû, ça c'est légal, c'est incontournable. Personne ne peut prendre la responsabilité de couper ça. En ce qui concerne l'alimentation et autres, là, depuis, vraiment paix à leur âme, et puis j'ai beaucoup de respect pour les familles. Je ne veux pas discuter de ça publiquement, ce que nous avons fait jusqu'ici. Vraiment, je pense qu'il y a des non-dits, il y a des contre-vérités, c'est tout ce que je peux dire. Voilà. Alors, monsieur le ministre, vous n'allez pas nous lâcher, on va revenir dans un instant avec vous. Non, on va... Oui, d'accord. On va revenir dans un instant parce que nous avons des obligations aussi. On fait de la radio ici aussi à la discipline, monsieur le ministre. On va revenir dans un instant avec vous, si vous nous permettez, évidemment. Et on vous rappelle dans 10 minutes parce qu'il y a tant de choses à dire ce matin. Merci. Il n'y a pas de problème, je suis à votre disposition. Voilà, on vous rappelle dans 10 minutes, monsieur le ministre. Voilà, toute l'équipe des GG, on marque une pause et on revient dans un instant. Les grandes gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Les grandes gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Encore une demi-heure à passer ensemble sur Radio Espace, Espace TV tous les soirs. Vous avez rendez-vous avec cette émission sous le coup de 22h, deuxième partie donc de soirée. Continuez à réagir. GG au 8037. Au pire, vous partez sur le site de la radio, le www.espacefmguinée.info. Nous allons continuer notre émission dans un instant avec le ministre délégué à la Défense. Donc, il va intervenir dans un instant. Évidemment, monsieur Kabele Kamara qui nous a appelé. D'abord, un coup d'œil au niveau des SMS. Gabi, comme tu veux. On y va là-dessus avec cet SMS qui nous dit: Lamine, que la justice arrête Tata vieux. Voilà, par Ebola Résistance. Voilà, ça c'est l'auditeur qui vient nous envoyer ce message en direct. Vous avez, quelqu'un disait que la promesse est une couverture. Qu'est-ce qu'il veut dire? C'est pas une émission d'adage quand même, quoi. Je ne sais pas si cet auditeur. Le prix en Guinée, le thermoflash autour de 50 000 francs guinéens à la clinique Ambroise. Donc, c'est Patriote qui nous envoie ce message. Voilà, continuez à réagir là-dessus. Basekou, il y a une question que vous posiez à un instant au ministre. On va revenir là-dessus parce qu'on sait très bien, on se rappelle tous de cette date fatidique. Oui, on les appelle les martyrs guinéens qui devraient en réalité se rendre au Libéria pour, en tout cas pour une cérémonie. Et l'avion donc qui transportait ces 11 officiers militaires là, l'avion s'est écrasé au-dessus de la République du Libéria. Ouais. Un an après, les familles, les veuves attendent justement les salaires, les pensions, la dotation, le ravitaillement. Hier, je me suis rendu dans une donc des familles et de sources proches, Lamine. On m'apprend que les pensions, la dotation, le ravitaillement, tout ceci ont été coupés. Alors, je cherchais à me rendre également du côté de l'état-major des forces armées guinéennes pour comprendre un peu comment tout cela s'est passé. On a interrogé le ministre délégué à la Défense nationale, Maître Abdou Kabele Kamara, qui parle de contre-vérité, mais pourtant qui n'a pas apporté des preuves palpantes que la dotation et tout ça continue à être payé à ces victimes. Parce que quand même, ces veuves ne peuvent pas aujourd'hui créer, parce qu'en réalité, elles ont même créé une association, une ONG, pour en tout cas décider de se faire entendre par rapport à tous ces problèmes. Il s'agit là aussi de mesures d'accompagnement. Le ministre revient en direct, monsieur Abdou Kabele Kamara. Maître, bonjour et bonjour. Bonjour. Voilà. Alors, on parlait un petit peu de ces retraités. On se rappelle très bien de cette date. Basekou insiste sur le dossier, monsieur le ministre. Est-ce que vous pouvez rassurer les disparus du 11 février? Bon, je peux vous dire avec certitude et sous le contrôle du système des Nations Unies et de l'ensemble des partenaires bi- et multilatéraux et sous le contrôle des médias locaux et internationaux qui étaient présents en Guinée, que le système des Nations Unies a versé à la Guinée au compte des militaires de la retraite 25 milliards 345 millions 834 740 francs guinéens. Donc, à ces jours... Il y avait, dans un premier temps,
un premier montant qui avait été versé, soit les 2 millions et quelques dollars, qui correspondait à peu près à 14 milliards et quelques. Mais quand on a transmis le listing des 3928 militaires, il y avait un gap de 11 milliards qui a été versé. Et c'est ainsi que le ministre délégué au budget à l'époque, en 2012, a demandé à ce que les 25 milliards soient virés dans un compte à la Banque centrale. Cela a été fait. Et le processus, il y a eu un manuel de procédure pour appliquer la mise en œuvre du paiement de ce montant. Bien. Et cela a été fait au bénéfice de tout le monde. Il y a 10 militaires qui ne s'étaient pas présentés, dont les paiements s'élevaient à hauteur de 69 millions. Et ces 69 millions ont été représentés publiquement ici. Et c'est à la disposition 69 417 720 francs guinéens qui sont restés à la direction générale de l'intendance. Bien. Mais mieux, c'est que tous ces 3 928 militaires ont perçu leur réquisition, c'est-à-dire que les frais de déplacement pour rejoindre leur localité d'origine, ils ont indiqué sur un papier, n'est-ce pas, comme quoi, quand ils sont mis à la retraite, pour le transport de leurs bagages et de leur famille, ils ont indiqué un lieu déterminé. Nous n'avons pas cherché à comprendre qui dit vrai, qui dit faux. D'accord. Nous avons tenu compte de leurs indications. Et ces réquisitions ont été régulièrement payées, ils ont émargé. Donc tous les droits ont été payés. Bien. Et il s'agissait d'une mesure exceptionnelle correspondant à une situation exceptionnelle. Oui, mais qu'en est-il aujourd'hui, monsieur le ministre, de la question des pensions de réversion? Quand on a écouté avant vous, le lieutenant-colonel Guy Lavogui qui insistait là-dessus sur une augmentation de cette pension de réversion. Est-ce que c'est une revendication réaliste à date? Écoutez, j'ai vu la plateforme revendicative qui ne m'a pas été adressée personnellement en tant que ministre délégué à la Défense, mais à monsieur le président de la République, voilà, qui m'a instruit pour examiner ce dossier-là. Bon, sur cette plateforme revendicative, il y a 7 points. Le premier point, c'est la création d'un secrétariat d'État de militaires retraités. Cela ne relève pas de ma compétence. Ce sont les prérogatives de souveraineté relevant du président de la République et de son premier ministre. Voilà. Alors, monsieur le ministre... la perception des mesures d'accompagnement, je vous l'ai expliqué. Bon, ensuite, l'augmentation des pensions de retraite et de réversion au taux suivant. Période allant de 1952 au 3 avril 1984. Bon, 200%, il demande 1952 au 3 avril 1984. Avril 84 au 23 décembre 2008, 100%. Et je continue de décembre 2008 au 31 décembre 2011, 50%. Alors, vous voyez, ce sont ces chapelets de revendications qu'ils ont faites au titre des augmentations de pension. Vous voyez que c'est un peu difficile, c'est un peu surprenant. 1952 en 52, moi j'avais 4 ans. Bien. 4 ans. Et il s'agit, en 2011, quand on demande l'augmentation de ces pensions en 1952 à 2011, voyez bien vous-même, vous pouvez trancher. Voilà. C'est vous le ministre. Moi, j'ai envie de comprendre. Cette augmentation est-elle possible ou pas, monsieur le ministre? Je ne sais pas, mais ça, il faut vraiment plancher là-dessus. Si on demande en 2015 l'augmentation d'une pension à partir de 1952, je vous invite à vous-même trancher le problème. Bien. D'accord. Mais voilà. Monsieur le ministre. Non, mais c'est trop facile. C'est que vous n'avez pas d'argument en fait à nous dire ce matin par rapport à cela. Mais ce qu'on veut comprendre. Non, si, j'ai des arguments. Ah ben alors là, pas du tout, monsieur le ministre. Écoutez, moi, j'ai beaucoup de respect
pour nos camarades qui sont partis. Je vais bien comprendre, monsieur le ministre. Alors, dites-nous, qu'est-ce que vous allez faire concrètement? Parce que quand vous dites à nous de trancher, nous ne sommes pas ministres. Mais justement, vous aussi, à vous d'apprécier. Je ne vous demande pas de trancher, mais apprécier. Bien. Alors, on vous donne l'augmentation d'une pension à partir de 1952. On comprend très bien, mais vous êtes là pour ça, pour résoudre ces problèmes, monsieur le ministre. C'est pour ça que vous êtes ministre, vous êtes manager, justement. Mais moi, j'ai la solution, c'est qu'il faut savoir raison garder. Ouais. Il faut savoir raison garder. En clair. Il faut demander ce qui est raisonnable. Ouais. En clair, je pense que ça, c'est une réclamation qui, à mon avis, n'est pas fondée. Ah, d'accord. Mais monsieur le ministre, la pension ordinaire, est-ce que vous veillez à ce qu'ils l'aperçoivent de façon régulière? Est-ce que vous pensez que ça, c'est suivi, c'est régulier? Mais vous pouvez venir au ministère. Je vous invite à aller à la direction générale des pensions militaires et des anciens combattants. Vous allez voir la fiche de paye des pensions que l'on m'envoie régulièrement. S'il y a retard, il y a une case pour signaler retard. Et pour quelle cause, on signale la cause. Si c'est fait à temps, on me dit 100%. Et je prends soin souvent de communiquer cette fiche à monsieur le président de la République, ministre de la Défense, pour qu'il en soit tenu informé. Je veille là-dessus parce que le président souhaite que ces pensions ne fassent l'objet d'aucun retard dans le cadre du paiement. Voilà. Le ministre Abdoul Kabele Kamara, ministre délégué donc à la Défense, en direct chez les GG ce matin. Aboubacar Diallo, parce qu'on va essayer d'évoquer l'autre sujet. Oui, monsieur le ministre, on va revenir sur cette question, le cas donc des disparus du 11 février. Les familles continuent de réclamer haut et fort que la dotation, les salaires, les pensions sont coupés. Vous dites que ce sont des contre-vérités, mais est-ce que vous avez justement des preuves à nous brandir ce matin que vous continuez à payer la dotation, le ravitaillement, le salaire et puis les pensions des 11 martyrs qui ont péri dans le crash donc, du 11 février, c'était en 2013. Je vous dis que, quand c'est comme ça, il s'agit de constituer un dossier. D'accord. Et depuis le crash, instruction a été donnée à la Direction générale des pensions militaires de régulariser cette situation-là comme on l'a fait pour les autres. Alors, nous, on vous apprend ce matin que ce n'est pas régularisé, monsieur le ministre. Vous êtes ministre. En ce qui concerne l'alimentation, s'il vous plaît, vous voulez me pousser à dire ce que nous avons fait juste ici. Pour la mémoire des disparus, je ne le ferai pas. D'accord, il n'y a pas de problème. Allez-y, Moussa ici là. Monsieur le ministre, autre patate certainement chaude dans les bottes de la Grande Muette, c'est cette histoire des 16 000 jeunes formés du côté de Kaleya qui courent toujours derrière leur immatriculation. Ils menacent aussi d'osser le temps. On a envie de comprendre comment vous avez géré ce dossier. On sait qu'il y a eu des accrochages entre 2011 et 2012 du côté de Kissidougou concernant ces jeunes. Comment vous gérez ce dossier? C'est très bien. Bon, concernant ces jeunes, d'abord les 16 000, je ne suis pas au courant du recrutement des 16 000 à l'époque. Quand j'ai pris la charge du ministère de la Défense, il y avait sur la table le dossier de 7 000 et quelques jeunes répartis à divers endroits qui étaient tant au niveau de Palestadé, Tankan, India et autres endroits. Bien. Et le président de la République a décidé de les maintenir, de continuer leur formation, de leur assurer l'alimentation jusqu'à ce qu'une décision soit prise pour leur immatriculation. Donc, nous avons procédé à l'éclatement de ces chiffres, oui. Et un grand nombre a été envoyé à la conservation de la biodiversité, où ils ont été formés. D'autres ont été envoyés à la police, où ils ont étoffé la section de la protection civile, et les autres ont été pris au niveau des forces armées guinéennes. Nous avons tenu à ce que ces jeunes-là soient encadrés, soient immatriculés. Aujourd'hui, ces choses faites. Maintenant, si... Ceux qui ont été formés à Kaleya, monsieur le ministre, est-ce que vous les avez occultés? Est-ce que vous savez qu'ils ne font pas partie de la liste?
Non, écoutez-moi très bien. Oui. Donc, je parle des choses officielles. Je vous parle également de ce qui est officiel, monsieur le ministre. Moi, oui. Non, je n'ai pas la liste de ceux qui ont été recrutés à Kalia et où se trouvaient-ils au moment où le président Sekouba Konaté, n'est-ce pas, accédait à l'intérim de la magistrature suprême, où se trouvaient ces jeunes-là? Et pendant le temps où il était ici au pouvoir, où se trouvaient ces jeunes-là? Et je pense qu'avant notre arrivée et l'arrivée de le président de la République, ces jeunes avaient été dispersés sans avoir reçu une immatriculation quelconque avant l'arrivée de monsieur le président de la République. Et c'était sous la présidence du général Sekouba Konaté. Bien. Maintenant, on parlait de 10 000, mais nous avons recensé 7 000 et quelques. 7 000 et quelques. Et ces 7 000 et quelques qui étaient dans nos bras, et non immatriculés, nourris et entraînés, leur sort a été réglé. Pourquoi? Parce que nous avons dit qu'ils ne sont pas responsables. Ils ne sont pas responsables, c'est ceux qui les ont recrutés et qui n'ont pas pu régler leur sort qui en sont responsables. Bien. Le président, lui, a pris la décision de les intégrer en les répartissant dans les différents paramilitaires et militaires. Aujourd'hui, c'est chose faite. Vous les avez vus au niveau des gardes forestiers, des conservateurs de la biodiversité, de la protection civile, également au niveau des forces armées. Bien. Monsieur le ministre, en tout cas, grand merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Avec plaisir de vous revoir encore dans ce studio parce que c'est très intéressant. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Merci. Bon courage. Au revoir. Les grandes gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Voilà, pratiquement fini l'émission. On va essayer quand même de faire un saut là-dessus en ce qui concerne ces travailleurs de l'hôtel Cayenne. Oui. On nous apprend qu'ils sont en train de manifester en ce moment même à l'origine du problème. Vous savez que depuis un peu plus de 2 ans, en tout cas, l'hôtel Palm Cayenne a commencé à fonctionner normalement avec 160 travailleurs. Mais depuis lors, il n'y avait pas de syndicat en quelque sorte. Alors ces travailleurs ont décidé de s'affilier à une centrale syndicale en créant une section au niveau de l'hôtel pour essayer de défendre leurs intérêts. Mais ce qui se passe, on accuse en tout cas la centrale syndicale à laquelle ils ont décidé de s'affilier, d'avoir fait un hold-up, de s'être invités au sein de l'hôtel pour en tout cas mettre en place cette section sans que les autorités ne soient informées. Et les conséquences, c'est que des travailleurs ont été, leur contrat a été suspendu en quelque sorte. Au cours de la même journée, ils ont reçu une convocation pour parler d'une procédure de licenciement, mais aussi un courrier les informant que leur contrat a été suspendu. Alors qu'est-ce qu'on a fait? On a joint le ministre Damantan pour savoir ce qu'il a été fait dans ce sens. Il s'est impliqué notamment en donnant l'ordre du côté de l'inspection générale du travail de faire en sorte que le dossier suive une procédure régulière parce que des travailleurs, c'est dans le code du travail, c'est reconnu que les travailleurs ont le droit de créer un syndicat pour défendre leurs intérêts parce qu'ils se plaignent d'être en tout cas surexploités alors que les salaires ne répondent pas aux normes. Du côté de l'hôtel, on a joint les autorités qui nous ont dit réellement qu'elles ne s'opposent pas à ce qu'une centrale soit mise en place, mais qu'ils voudraient que la procédure légale soit suivie. Voilà. Ce aurait été important qu'on puisse écouter un travailleur ou l'inspecteur, mais malheureusement vous savez que dans les privés, on a horreur de voir ces sections syndicales se mettre en place. C'est pas seulement à l'hôtel Cayenne que ça se vérifie, c'est pratiquement dans tous les services relevant du secteur privé. Mais ce que je voulais dire, on s'intéresse à un dossier, Moussa Moïse et moi, c'est une nouvelle centrale électrique qui est en train de prendre place du côté du petit bateau. Et il y a aussi l'ombre de quelqu'un dont on parle beaucoup dans cette émission, qui plane sur ce dossier, donc il s'invite dans le secteur de l'énergie, les dessous dans les prochains jours. Voilà, pourquoi pas pour demain, mesdames et messieurs. On a terminé ce matin. Merci à Badembo Diaby pour le montage. Merci aussi à Salifou Lifo. Non, c'est pas des c'est Abdoulaye, c'est bien cela. Et à 5. Passez une excellente soirée sur Espace TV. Au revoir.